Salut à tous, bienvenue au Club des 5, la grande soirée des débriefs des barrages africains continue. Vous avez eu le débrief de cette Algérie-Cameroun, ce Cameroun-Algérie, le débrief de RDC-Maroc. On va s'attaquer à Égypte-Sénégal aujourd'hui. On va s'attaquer aussi au petit Tunisie-Mali. Je vous mets tout de suite de côté le Ghana-Nigeria qu'on n'a pas encore vu, qui a fait 0-0 apparemment, on a bien fait de pas le voir. Donc on va pas le débriefer pour les matchs aller, on verra si on le débriefera pour les matchs retour, mais on va se concentrer sur le Égypte-Sénégal là et une toute petite partie sur le Tunisie-Mali en fin d'émission. Pour cette deuxième partie de soirée, il y a des règles qui ne changent pas par rapport à la première partie. On n'est pas vraiment en direct, on n'est pas en direct, on n'est même pas du tout en direct, on a enregistré l'émission un peu avant, dès la sortie du match, pour pouvoir la mettre en ligne à minuit et demi, on espère vers minuit et demi. On vous rappelle qu'on a des problèmes de connexion au Club des 5 là depuis hier, mais on veut quand même véritablement débriefer tous ces matchs, donc voilà, on vous propose ces replays là, et puis ça va nous permettre d'avoir une vraie communauté en replay dans les commentaires pour pouvoir débattre sur tous ces matchs-là. Les plateaux ont changé. Tout à l'heure, c'était Samuel Vasselin, maintenant c'est moi. Et les plateaux de chroniqueurs ont aussi changé. Babacar Sall, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ma foi. Ouais. D'habitude, on est là, tranquille. Petite attelle. Petite blessure. Petite chute au ski. Au ski? Petite fracture du pouce. Ouais. Et petite grave, attelle. très très grave. Non, comme d'hab, on s'adapte. Il y a toujours pire. Ouais, ça va aller. Donc ça va. T'es droitier en plus. Ouais. Donc ça me permettra de rejouer au padel avec toi dans pas très longtemps. Oui, parce que on va pas mentir aux sociaux. Je devais jouer mardi. Et puis mardi, il m'envoie un message à 8 h. Non, lundi, il m'envoie un message pour me dire en fait, je me suis cassé le pouce. Donc, Et peut-être que je viendrai. Je vais voir si je peux venir. Et puis en fait, il m'envoie un message 2 heures plus tard. En fait, je me fais opérer demain, donc voilà. Donc c'est compliqué. Abdelkissi, bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir Babacar et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoindront un peu plus tard du coup. Bah ouais, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu bizarre. Moi, vous savez quoi, les sociaux, vous allez me manquer. C'est chelou, parce que moi, normalement, je passe mon temps à regarder véritablement les chats, enfin voilà, les commentaires. Je me marre aussi avec vous, parce que vous voyez pas tout ce qui se dit sur le chat, mais il y a pas mal de vannes, etc. Donc ouais, ça va être bizarre, mais ça va être sympa aussi. On va être entre nous, on va pouvoir véritablement bien débattre sur ce match, principalement sur le match entre l'Égypte et le Sénégal. C'était le remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pas le même résultat, pas forcément le même résultat. Aujourd'hui, on va déjà vous dire que comme on est en replay, on a besoin encore plus que d'habitude de vos likes, donc balancez-nous des bleus, mettez-nous des likes tous ceux qui sont là. Vous avez vu, hein, on aurait pu... Il y a bon nombre de gens qui auraient pu dire on abandonne, vas-y, vous savez quoi, on n'a pas de connexion, on fait pas les émissions, c'est pas très grave. Bon voilà, on a dépassé les 1000 émissions. Non, nous, on reste là, on veut être là et on veut débriefer ça avec vous. Donc le meilleur moyen de nous récompenser, de récompenser notre travail, vous, c'est gratuit, vous nous mettez juste un petit pouce bleu, vous nous mettez juste un petit like et ça nous aide énormément. Ceux qui ne nous connaissent pas et qui aiment bien nos débriefs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Club des 5. Ça aussi, ça nous aide beaucoup. Plus vous vous abonnez, plus on prend un peu de poids, d'importance et on peut aller voir de potentiels partenaires pour essayer de pouvoir en créer encore plus, créer toujours plus de contenu. C'est notre but, c'est d'avoir une vraie communauté de fans de foot et de pouvoir partager avec vous tout au long de l'année, pas que sur les trêves internationales, pas que sur les matchs de Ligue des Champions, tout le temps. Le programme de la soirée, le programme de la deuxième partie de soirée. D'abord, on va s'intéresser à ce Égypte-Sénégal. L'Égypte qui a renversé le Sénégal 7 fois, une ouverture du score assez tôt au Caire. Et ensuite, l'Égypte a fait ce qu'elle a su faire de mieux, ce qu'elle sait faire de mieux, défendre un résultat, et elle l'a fait brillamment. Victoire 1-0 et avantage par rapport au Sénégal avant le match retour qui se jouera. C'est pas à Dakar, c'est dans la banlieue de Dakar, je crois. Non, c'est à Diamniadio, très exactement. Voilà. Très bien. C'est pas très loin de Dakar, je crois? Non, c'est une petite heure. Ah ouais, d'accord. Ok, donc pas du tout. Pas très loin. La deuxième partie de l'émission, ça sera la deuxième et la troisième. Ça sera sur le Sénégal. On parlera de l'efficacité, notamment des Sénégalais qui étaient à revoir. Il y a eu énormément d'occasions. On va le voir dans les statistiques. Et pas de but aujourd'hui pour les hommes d'Aliou Cissé. On se posera la question de savoir s'il y a peut-être des tauliers à bouger pour côté sénégalais. Ça sera la troisième partie de l'émission, savoir s'il faut avoir une autre composition d'équipe au retour. On se posera la question tout autour de ce débat tactique d'Aliou Cissé. Et enfin, on terminera par un petit débrief de ce Mali-Tunisie
Mali-Tunisie avec la victoire des Tunisiens. Tout s'est joué en quasiment 5 minutes au Mali. Les Tunisiens qui sont en ballottage plus que favorable avant le match retour qui se jouera. Je crois que ce sera à Tunis. On va démarrer par le match qui nous a intéressé ce soir. C'était un des matchs de la soirée. Je vous montre juste avant la question du soir, parce qu'elle est importante quand même la question du soir. Que doit changer le Sénégal pour inverser la tendance? Vous me donnez vos avis dans les commentaires, seulement dans les commentaires, parce qu'il n'y a pas de live. Je crois que je vais assez le rabâcher. Que doit changer le Sénégal? Est-ce que c'est une question de composition d'équipe? Est-ce que c'est une question d'animation? Est-ce que c'est une question d'envie? Vous me donnez vos avis sur le chat et dans les commentaires. On sait qu'on a énormément de socios sénégalais qui sont avec nous et qui ont des avis sur leur sélection, championne d'Afrique, et qui, pour l'instant, est en ballottage défavorable pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Le débrief donc de ce match entre l'Égypte et le Sénégal. Côté stats, c'est ouvert côté sénégalais. La possession, le nombre de tirs, le nombre de passes, le pourcentage de passes réussies, le nombre de duels gagnés, mais posséder n'est pas gagné. Posséder n'est pas gagné et aujourd'hui, il y a eu des opportunités pour le Sénégal de ramener un point, le match nul, même si ce n'est pas vraiment des points, mais ramener la victoire même, parce qu'il y a eu des occasions franches ratées par les Sénégalais, mais il a manqué ce petit quelque chose qui fait que le Sénégal aurait pu être en meilleure posture pour le retour. Ouais, il a manqué pas mal de réalisme côté sénégalais. C'était un peu la même physionomie que lors de la finale de la Coupe d'Afrique, entre l'Égypte et le Sénégal, encore une fois. Deux équipes qui cherchent bien évidemment à aller vers le but. Sauf que l'Égypte, c'est souvent un peu la même chose. Elle sait qu'elle n'a pas forcément les capacités d'attaquer à foison. Elle sait qu'elle peut compter uniquement sur Mohamed Salah pour aller défier le gardien sénégalais. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. Mohamed Salah, dans les premières minutes de jeu, a frappé sur la barre et le ballon est retombé sur Saliou Ciss, qui malheureusement était sur la trajectoire du ballon et a permis à l'Égypte d'ouvrir le score. Et tous ceux qui connaissent le foot savaient exactement ce qui allait se passer après ce but de l'Égypte. Le foot africain surtout, parce qu'on en commence à avoir l'habitude avec pas forcément le foot africain, mais l'Égypte sur ces derniers matchs, que ce soit en Coupe d'Afrique, etc., on savait que son but était soit d'aller en prolongation, soit d'aller au penalty, et de jouer sur des contres. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, même si elle n'a même pas eu forcément l'occasion de contrer, tellement le Sénégal était bien en place, mais elle avait ce but, cet avantage au score. Et leur but, à eux, était de préserver cet avantage au score. Malheureusement pour le Sénégal, ils ont eu des occasions, ils ont tenté, comme à la finale de la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas réussi à marquer. Et pour le coup, là, il n'y a pas de séance de pénalty à la fin. Donc, ça reste une défaite. Il y aura un match retour. Il y a des points assez négatifs à modifier très rapidement. Mais tout n'est pas perdu. Parce qu'encore une fois, il y a un match retour. Et je pense que le 1-0 pour l'Égypte, c'est un bon score pour l'Égypte, mais ça reste ouvert pour le match retour. C'est pas anodin que là, il y a eu 120 plus 90 minutes, donc ça fait 210 minutes. Exactement. Entre les Égyptiens et les Sénégalais sur les 2 derniers mois, et il y a 0 but marqué par les Sénégalais, mine de rien. Oui, parce que ça s'est joué au penalty. Ça s'est joué au penalty pour la finale. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de but. Elle sait, cette équipe égyptienne, encore plus quand le scénario de match, une ouverture du score assez rapide, va dans son sens. Elle sait véritablement comment gérer ça. Oui, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'ils ont un coach qui... j'ai pas envie de dire que c'est un coach très défensif, mais c'est un coach, en tout cas, qui apporte une plus-value, ne serait-ce que sur le plan tactique, parce que tu regardes bien comment les lignes sont resserrées côté égyptien, même à la CAN. C'était vraiment un bloc très compact, très dense. Il te laisse très peu d'espace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont dans une configuration qui leur convient totalement. C'est vrai qu'ils sont là beaucoup plus pour détruire que pour construire. Et dans le même temps, quand tu as le Sénégal qui, eux, au contraire, n'aiment pas cette configuration de match-là, où ils doivent aller chercher, où ils doivent faire le jeu... je dirais à la CAN, ça s'est vu, même si après les poules, ça a été quand même un peu plus efficace dans les 30 derniers mètres. Mais voilà, globalement, tu as le scénario parfait pour l'Égypte et le scénario qui n'était pas voulu, je pense, côté sénégalais. Donc voilà, après, j'ai envie de dire, on se répète aussi beaucoup avec le Sénégal. Tu trouves très peu de décalage. Dans le jeu, tu fais tout pour faciliter l'arrivée du ballon sur Ismaïla Sarr, parce que si on regarde les positions moyennes, j'ai trouvé que Mané était beaucoup plus dans le demi-espace, alors que celui qui collait un peu plus la ligne, c'était Sarr.
Donc on sent clairement que le jeu penchait du côté de Sarr. Et voilà, globalement, l'idée c'était d'aller jouer sur Sarr et de faire tout de suite une différence. Et même Babacar en parlant hors antenne, le fait de multiplier les centres en pensant que la solution allait venir de là. Tandis que dans la création du jeu, que ce soit notamment au milieu de terrain ou même devant, voilà, ça ne décrochait pas énormément. Il y a Mané qui essaye ici ou là de faire le jeu, mais globalement, ça reste trop léger à ce niveau-là, quoi. On va parler du Sénégal, on va y venir, mais j'aimerais qu'on reste un petit peu sur l'Égypte, parce que cette équipe-là, c'est vrai qu'elle a été assez revancharde, mine de rien. Finale de CAN que tu perds, c'est le premier match. On le dit peut-être pas assez, on s'en rend peut-être pas assez compte, mais traumatisme parce que tu perds une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match que tu fais 1 mois et demi après, t'as pas eu 2 mois de vacances, 2-3 mois de vacances et une nouvelle saison à préparer. Non. Tu es dans la même saison, 1 mois et demi après, tu rejoues ton bourreau. Et forcément, tu reviens directement un peu plus revanchard. On a vu la composition de Carlos Queiroz, il y avait quelques changements par rapport à celle qu'il y avait en finale de la CAN, notamment devant, avec Trezeguet qui était devant à la place de Marmouche. Mais c'est vrai que, comme le disait Abdel, le plan de jeu, il est connu. Et Carlos Queiroz, il amène ça, cette rigueur défensive qui te permet de pouvoir contrecarrer une équipe qui, en plus, a quelques difficultés, comme le Sénégal, pour véritablement faire du jeu. Bah, c'est exactement ça, tu as tout résumé. Carlos Queiroz est un coach qui sait exactement comment faire en Afrique. Là, l'objectif est très simple. C'est pas de faire du beau jeu, c'est pas de chercher à marquer 2-3 buts. Non, le but est de se qualifier pour la Coupe du Monde. À un moment donné, il n'y a plus de calcul. Quand c'est ce genre de match-là, tu vas à l'essentiel. Tu sais que ta force, c'est la défense. Tu sais que ta force est que ton équipe est un bloc équipe et qu'ils vont défendre tous ensemble. Si tu arrives à marquer un but, pourquoi aller à l'abordage pour essayer de marquer plusieurs buts? Non, eux, l'objectif est de rester en place, d'essayer d'amener les Sénégalais vers eux pour ressortir le plus rapidement possible et de profiter des courses de Trezeguet ou de Mohamed Salah pour aller vers le but sénégalais. Ça n'a pas fonctionné, mais ils ont marqué un but, encore une fois. Et là où le Même Sénégal... si c'est un coup de sort transversal, CSC, il n'y a pas de petit but. Il n'y a pas de petit but, et surtout pas à ce moment-là. Et pour le coup, je pense que c'était une bonne stratégie à avoir. Ils savent que le Sénégal, en tout cas en termes d'individualité, est meilleur que l'Égypte, je pense en tout cas. Et Carlos Queiroz le sait, le Sénégal a des difficultés dans le jeu. Ils l'ont vu lors de toute la compétition, même si le Sénégal a gagné la compétition. Ils l'ont vu avant, lors des qualificatifs pour la Coupe du Monde. Le Sénégal, dans le jeu, c'est pas ça. Offensivement, ça ne marque pas beaucoup de buts. On le sait, sur la phase de poule, on en parlait en antenne, lors de la Coupe d'Afrique, le Sénégal, c'est un but. Sur penalty, à la 94e minute, face au Zimbabwe. Ouais. C'est même la phase de poule, sur les 3 premiers matchs. Sur la phase de poule. Après, ça va mieux, parce que tu retrouves Iso Sarr, tu retrouves des individualités qui te manquaient dans les matchs de poule. Mais le Sénégal ne marque pas plus de 2 buts par match. Ah mais c'est toujours la même chose. Malheureusement, ça dure qu'un temps, le fait d'être tiré par tes individualités. Ou alors ça dure dans un contexte donné. Ça marche, dans un contexte donné. Moi, je pense qu'on a vu d'ailleurs les faillites de cette équipe au Mondial 2018 où dans le jeu, ils étaient en tout cas moins bons que toutes les équipes contre qui ils ont joué. Et pour revenir à l'Égypte, pour moi, le point fort, tu parlais de la défense, pour moi, c'est même globalement, c'est tout le bloc égyptien. Bien sûr. Parce que tu regardes même... une animation, en fait. Exactement, c'est une animation, parce que tu regardes même quand le 2, Abdelmonem, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de la dernière CAN, quand il sort, tu perds pas en qualité. Ils font rentrer le remplaçant et ça défend tout aussi bien. Il manque aussi Egazi, normalement, qui est le taulier de cette défense centrale et qui s'est blessé en quart de finale contre le Maroc. C'est ça. En quart contre le Maroc et qui n'est pas revenu depuis. Après, ils ont récupéré les Chanaoui aussi, à la place de Gabaski, et ça, c'est une plus-value incroyable parce que même sur ce match-là, pour le coup, il a fait son travail. Il fait le taf. Cette équipe égyptienne, voilà, j'accepte le plan commando pour les 2 matchs parce que c'est un contexte très spécial. On sait que se qualifier pour une Coupe du Monde quand on est un pays africain, c'est un vrai parcours du combattant avec les phases de poule, puis les barrages, etc. Mais est-ce que, Abdel, tu peux... on a mis un classique de Queiroz. C'est vrai que c'est un classique de Carlos Queiroz, mais est-ce que tu peux, pour autant, te baser là-dessus pour espérer, s'il y a Coupe du Monde, espérer ambitionner... Pour faire quelque chose au Mondial. Voilà. Alors, l'Égypte n'est pas là pour gagner la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Mais faire figure, mieux peut-être qu'elle ne l'a fait en 2018. Je pense que
on peut prendre le parallèle avec son mandat quand il était à la tête de l'Iran. Et à la tête de l'Iran, globalement, t'avais le même, il était confronté à la même problématique, à savoir que, comme l'a dit Babacar, individuellement, qualitativement parlant, tu n'es pas très bien doté. C'est peut-être le moins bon Égypte, moi, que j'ai vu de mon vivant, en tout cas, en termes de qualité individuelle. Mais voilà, il part du principe qu'il essaye, en tout cas, et c'est aussi, même si j'aime pas le jeu déployé, c'est aussi les qualités d'un coach, c'est de tirer, en tout cas, de maximiser le potentiel de ton équipe. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que ça suffira au mondial? Moi, je pense que bien évidemment, ça ne suffira pas. Parce qu'au-delà de ça, tu as des équipes qui travaillent sur une idée de jeu. Je te parlais en antenne de certaines équipes en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Tu regardes notamment la zone CONCACAF. C'est tout à ton honneur. Ça m'arrive. Et tu disais que, par exemple, le Canada, c'était une équipe qui avait un vrai plan de jeu, une vraie idée, et le Canada est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Exactement. On aura l'occasion de le voir en novembre prochain, et donc il pourrait avoir une idée qui serait peut-être potentiellement pourrait mettre en danger des équipes comme l'Égypte. Exactement, qui pourrait surprendre bon nombre d'équipes à ce mondial. Et voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien regarder ce qui se fait ailleurs pour comparer et pour me dire qui travaille sur un processus, qui ne travaille pas sur un processus, quel est le projet de telle ou telle nation. Et je pense aujourd'hui en Afrique, pour la plupart des équipes et encore plus pour l'Égypte, je pense que si tu vas au mondial en étant bien en place, rigoureux en termes tactiques, et voilà, et en détruisant le jeu de l'adversaire et en attendant une erreur de l'adversaire, je pense que ça suffira pas. Il a essayé avec l'Iran. On se souvient tous du match contre l'Argentine où ils les tiennent vraiment en échec et il faut un miracle de Messi pour que l'Argentine s'en sorte. Non, c'était contre le Nigeria. L'Iran, c'était avec le Portugal, l'Espagne et le Maroc, c'est ça hein 2014. Ah, tu parles de 2014 ça mais oui, tu fais bien de parler de 2018 parce que 2018, mine de rien, ils sont à deux doigts de sortir le Portugal aussi. Ouais, oui. C'est vrai que tu fais bien de me reprendre là-dessus. Il y a une progression par rapport à 2014. Mais on va dire que 2014 c'était troisième de la poule devant le Maroc, ce qui n'était pas forcément. Ce qui n'était pas du tout prévisible et ils sont à deux doigts de sortir le Portugal. Mais c'est vrai que c'était une progression notable par rapport à 2014. Mais voilà, sur le plan du jeu, ça reste insuffisant si tu veux te comparer au gratin mondial. Donc je pense que s'ils vont au mondial, parce que c'est pas encore fait, s'ils vont au mondial, ça fera, je pense, premier tour et ça n'ira pas plus haut que ça. Après, on le rappelle aussi, on parle de l'Égypte en ce moment parce que voilà, ils se sont qualifiés pour ces barrages de Coupe du Monde, etc. Mais on le rappelle que pendant la Coupe d'Afrique, arriver en finale pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. On les voyait pas. Quand on avait fait des previews de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne mettait pas l'Égypte dans le chapeau 1 des potentiels favoris. Oui, parce que c'est une grande nation africaine et forcément l'Égypte sait comment gérer des situations. Ils ont leur ADN, comme on disait. Voilà, exactement. Mais d'un point de vue intrinsèque, c'est vrai qu'on ne mettait pas ça. Sur les joueurs qui constituent cette sélection-là, on a vu la composition de Carlos Queiroz. Il y a de quoi activer le mode commando pour le match retour et pour pouvoir poser les mêmes difficultés au Sénégal. C'est-à-dire que ce qu'on a vu là, pendant 86 minutes, de la 4e de l'ouverture du score jusqu'à la fin du match, cette équipe-là peut le répéter encore pendant 90 minutes pour tenir le score. 100%, on l'a vu lors de la CAN, on l'a vu sur 3 matchs lors de la CAN, du 8e de finale à la finale, ils l'ont fait. Sur ce match-là, bon après ils étaient à domicile, donc ça va peut-être changer la donne, on n'est pas sur terrain neutre. Ils ont réussi à le faire chez eux, porté par le public, qui était exceptionnel. S'ils l'assument à domicile, ils peuvent l'assumer un peu. Ils peuvent l'assumer. Mais là, aujourd'hui, justement, comme ils étaient à domicile, ils l'ont un peu moins fait par moment. Ouais, mais un peu moins fait, je suis désolé, mais on parle de vraiment 5 minutes de folie. Ouais, voilà. Mais il n'y a rien de 5 minutes de folie, il y a 6 joueurs après la ligne médiane, et puis voilà. Voilà, mais c'est ça. Mais pour moi, concrètement, le facteur à l'extérieur, dans un nouveau stade pour le Sénégal, avec le Sénégal qui joue pour la première fois depuis sa victoire en Coupe d'Afrique, etc. Ça va donner une motivation supplémentaire aux Sénégalais. Et on sait très bien, à partir du moment où, c'est vraiment une hypothèse, si le Sénégal marque 2 buts, l'Égypte sera obligée d'attaquer. Et là, moi j'ai jamais vu l'Égypte attaquer vraiment depuis un moment. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit elle sera. À partir de ce moment, ils devront changer d'attitude sur le terrain. Et c'est ça qui me fait un peu peur, en tout cas, du côté égyptien. Bon, après, ça ne me dérangera pas. Mais par contre, côté sénégalais, il ne faudra surtout pas encaisser un but parce qu'il y a encore la règle du but à l'extérieur en Afrique. Ouais, alors vous savez quoi, on va passer au Sénégal tout de suite. Ouais. Comme ça c'est fait, on a parlé un peu de l'Égypte. Tu me fais des passes D, c'est sympa. Sympa. On va parler du Sénégal. Le Sénégal, on va s'intéresser d'abord au match et puis ensuite on va se projeter sur le match retour qui aura lieu mardi. L'efficacité quand même, on en parlait tout à l'heure avec Babacar, Abdel. Il y a des situations, alors il n'y a que 3 tirs cadrés,
peu peut-être par rapport à tout ce qu'on a vu comme possibilité, mais on a l'impression qu'il y a une ribambelle de centres qui passent devant le but, des ballons où tu te dis tiens, elle est dedans là, ah non en fait elle est pas dedans, ah, mais c'est pas possible. Enfin, on a l'impression que voilà, le Sénégal avait les moyens, malgré le bloc égyptien qu'on a vendu là, le Sénégal avait les moyens de trouver la faille aujourd'hui. Ça se joue sur des détails, mais des détails qui peuvent se régler. L'efficacité, ça peut se régler, quoi. Justement, je pense que ça s'explique par le fait que déjà en amont, dans la création du jeu, il y a encore trop de lacunes, à mon sens, dans cette équipe sénégalaise pour pouvoir justement concrétiser ces occasions-là. Je vais faire juste un parallèle très simple. Quand on prend par exemple l'Italie qui s'est fait éliminer contre la Macédoine du Nord, avec l'Italie, on pouvait pointer ce problème de finition parce que tu avais 35 tirs. C'est fou quand même, tu vois. Et tu avais comment dirais-je, t'avais ce processus-là qui faisait que tu arrivais à alimenter tes attaquants et tu arrivais à avoir des occasions. Là, tu pouvais dire c'est un vrai problème de finition. Tandis qu'au Sénégal, tu n'as pas ce cas de figure-là. C'est beaucoup plus compliqué en fait, rien que d'amener le ballon dans la surface. Alors si tu le fais par des centres, et si tu ne le fais pas par une attaque placée ou par du jeu construit, en fait, ça rajoute une part d'imprévisibilité au déroulé de l'action. Et ce qui fait qu'inconsciemment ou non, moi je pense que ça peut jouer dans la tête des attaquants. Peut-être que tu joues moins le ballon à fond, ou peut-être que sur tes appels de balle... Tu crois moins. Exactement, tu y crois moins, tu es moins aux aguets, tu es moins à l'affût. Parce que si tu as une vraie attaque placée, tu as une vraie attaque construite, et si tu as un vrai milieu créateur... Déjà, les attaquants, ils multiplient les appels, ils redoublent, comme je l'ai dit, ils redoublent les appels, ils se montrent, il y a un peu plus de mouvement. Alors que là, si c'est juste... Et ils sont mis ensuite dans de meilleures dispositions pour pouvoir être efficaces. Exactement, c'est un cercle vertueux. Alors que si tu es juste sur un schéma où tu enchaînes les centres comme ça sans conviction, voilà, l'attaquant, il ne peut pas faire des miracles. Hein. Tu sois cette théorie-là de dire que bon, il y a l'efficacité, certes, mais l'efficacité découle de la création ou la non-création qu'il y avait, en amont. Oui, bien sûr. Moi, je vais prendre un truc très simple. Quand on regarde l'équipe d'aujourd'hui, c'est l'équipe qui a débuté lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc depuis... C'est exactement le même 11. Hein. C'est exactement le même 11, il n'y a rien qu'à changer. Donc là, c'est vraiment le seul point positif que je peux tirer de cette composition, c'est qu'il y a une forme de continuité. Et ça, c'est très rare du côté du Sénégal. Maintenant... Le côté négatif, c'est que dans tout ce 11-là, il y a énormément de joueurs qui jouent beaucoup trop peu dans leur club. Donc ça veut dire qu'ils arrivent du côté de la sélection du Sénégal, et en fait, c'est limite où ils jouent toute leur saison sur 2 matchs. Saliou Ciss ne joue pas à Nancy, Abdou Diallo ne joue pas au PSG. Vaut mieux qu'il ne joue pas à Nancy, hein, parce que s'il joue pour à un moment donné, l'interne rouge de Ligue 2... La compétition ne remplacera toujours l'entraînement. Tu n'auras jamais la même intensité à l'entraînement. Bouna Sarr ne joue jamais. Gueye ne joue jamais, Mendy ne joue jamais, Kouyaté joue un peu, Mané, bon, titulaire, il n'y a rien à dire, Diédhiou, depuis son retour de la CAN, joue pratiquement pas, et Sarr joue avec parcimonie. Sarr était encore blessé, il me semble, au début de la CAN. C'est ça, oui, mais après il revient titulaire. À Watford, depuis son retour de CAN, il joue moi je l'ai sur mon petit gazon, il joue un match sur 2, je crois. Il joue un match sur 2, et du coup, dans ce 11-là, tu te dis qu'il y a 3 joueurs qui jouent régulièrement, et le reste, il ne joue pas. Alors oui, tu as construit un effectif, tu as construit un 11 qui t'a permis d'aller au bout, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu as besoin contre l'Égypte de jouer avec 3 joueurs au milieu qui sont à vocation défensive? Ah oui, non mais surtout quand tu perds 1-0. Mais en fait, c'est des problèmes dont on parle depuis déjà un long moment. Tu perds 1-0. Pourquoi tu changes pas directement à la mi-temps? Tu sors un Gueye qui est pas forcément bon, parce que Mendy est bon ou un Kouyaté. Tu mets pas un Gueye, par exemple, de Marseille, directement. T'as attendu la 90e minute pour le mettre. Mais pourquoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'allais dire retrouver dans tous les Gueye, etc. Mais il faut dire les prénoms à chaque fois. Donc c'est Pape Gueye quand c'est... Voilà. À un moment donné, moi, je ne comprends pas cette idée... d'Aliou Cissé, de vouloir mettre toujours cette base défensive à 3, alors que tu as déjà un socle défensif qui est assez solide, et tu te permets de ne pas avoir de construction. Donc tu sais que le circuit préférentiel sera de mettre le ballon sur le côté droit à Iso Sarr ou sur le côté gauche à Mané, qui devra faire un peu sa tambouille tout seul pour aller chercher un centre. Mais on sait depuis le début, les centres au Sénégal ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, il y a eu énormément de centres, ça n'a pas fonctionné. Donc à un moment donné, il faut changer cette manière de jouer. Il faut donc changer certains joueurs.
Et à un moment donné, nous, on est juste là à observer et à commenter. Aliou Cissé a les clés du camion, mais il faut les changer, les joueurs. Alors, avant de parler de ce qui aura à changer, ce sera la troisième partie de l'émission, juste revenir peut-être sur une ou deux perfs individuelles. Tu parlais de Mané tout à l'heure. C'est vrai que Mané, il a su se créer les occasions aujourd'hui. Il y a un moment où il fait un crochet. C'est Abdelmonem. Il y a Abdelmonem qui s'écarte complètement comme si. Mais il était dans les vapes pour sa défense. On dirait qu'il avait pris une carapace dans Mario Kart. Vraiment. Tu vois, quand tu prends une carapace et que tu te fais waouh, ben voilà, il a pris ça. Ouais, c'est ça. Et finalement, Mané glisse, mais il ne s'est pas caché, Sadio Mané, aujourd'hui. Abdel, encore une fois, et on sent que le danger, s'il ne vient pas de lui, il ne vient pas, quoi. Oui, et c'est vrai que moi, je me souviens de certains avis des supporters sénégalais. Ils étaient très, on va dire, exigeants envers Sadio Mané avant la CAN. Et à raison, parce que moi, je trouvais qu'il n'avait pas le même rendement en sélection, même si, justement, vu qu'il n'y a pas la base collective qu'il a, ou en tout cas, il est très esselé, c'était compliqué au départ. Et c'est vrai que malgré ça, malgré un contexte défavorable, et ça, je pense qu'il faut lui accorder ce crédit-là, depuis la dernière CAN, il monte vraiment en puissance et c'est vraiment le patron de cette équipe sénégalaise. Et c'est vrai que dans les derniers mètres, il doit parfois un peu se débrouiller tout seul. Il doit chercher des relais et limite, j'ai l'impression sur certaines actions, c'est lui qui doit montrer, il doit limite montrer du doigt à ses partenaires où se placer, comment faire l'appel. Tiens, va là-bas, je vais te la mettre là. Un moment. Voilà, comme quand tu joues au Five ou au City, mets-toi là vite fait et tu me la redonnes, comme ça on va faire une action. Limite, j'ai l'impression. Il y en a un qui essaie de me faire ça, de me dire va te mettre là-bas et je te la donne, il n'est pas arrivé. Hein. Il n'est pas arrivé. Parce que déjà, pour me déplacer, il faut y aller. En plus. Mais tu vois un petit peu le contexte, c'est pour ça que c'est très compliqué. Mais comme je l'ai dit, et ce qu'il faut vraiment accorder à son mérite, c'est que au départ, contexte défavorable et lui-même rendement individuel, c'était en deçà des attentes. Depuis la dernière CAN, il a vraiment confirmé que c'était le monsieur plus de cette équipe et vraiment sur le rendement, comme je l'ai dit, individuel, quasi irréprochable. Aujourd'hui encore, il te crée des actions de nulle part. Il a cette force de persuasion où il arrive comme ça dans une situation qui lui est très très défavorable, à trouver un décalage, à te trouver une occasion. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va demander de plus à Sadio Mané, qui plus est dans ce contexte-là, c'est déjà fort ce qu'il fait. Alors, c'est un peu un cercle vicieux là pour le coup et pas vertueux. Mané fait des différences, donc autour on se dit bon, il y a peut-être moins besoin d'y arriver, mais Mané ne peut pas tout faire tout seul et il se retrouve avec des joueurs autour de lui qui sont assez statiques mine de rien et qui n'anticipent même plus trop. Les éclairs de génie que peut faire Sadio Mané. Ouais, le problème, c'est qu'ils sont deux. En fait, pour moi, ils sont deux. Il y a Issoire Sarr et Mané. Et ils ne peuvent pas tout faire à deux. À un moment donné, quand tu as une équipe comme le Sénégal, tu as des individualités. Pour moi, il te faut un milieu qui te permette d'être le liant entre l'attaque et la défense. À la base, au Sénégal, je suis désolé, hein, mais tu n'as pas le droit de jouer avec Kouyaté, Gana Gueye, et Nampalys Mendy. Je suis désolé, tu as trois profils de 6 qui jouent au milieu de terrain. Et celui qui casse. Vous savez quoi ouais. On va passer directement à la en fait, on est obligé. Parce qu'on y vient tout de suite. Mais le pire, celui qui cassait le plus de lignes, c'était Nampalys Mendy. Mais c'est ça, c'est ça le problème. C'est ça qui est fou. Alors, on va passer à la troisième partie. On va véritablement en fait, se demander qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on n'ait pas un autre champion qui soit à la porte, quoi. Parce qu'on a eu le champion d'Europe qui a été à la porte de la Coupe du Monde hier. Si on pouvait ne pas avoir le champion d'Afrique, ça serait sympa aussi. Même si, voilà. J'ai un voyage à préparer là. Nos amis égyptiens, voilà. Faut éviter. Toi, t'as envie d'y aller? Ouais, alors l'équipe de France, au pire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare de voir deux champions continentaux ne pas. Ah bah ouais, heureusement. La dernière fois, c'était la Grèce 2004 et Égypte 2006, je crois. Grèce 2004 et Égypte 2006. L'Égypte ne sont pas là en 2006. Ouais. Bon, et la Grèce 2004 n'est pas là non plus. Oui, puisque les champions sud-américains sont toujours là. Oui. Le Brésil, l'Argentine, il y a peu de... Même le Chili était là dernièrement. Donc, c'est la question du soir. Qu'est-ce que doit changer Aliou Cissé pour inverser la tendance? Moi, vous savez, quand je suis arrivé dans cette émission là aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais retrouver Babacar. C'est la première émission de Babacar après le succès à la Coupe d'Afrique des Nations. Babacar, depuis 2-3 ans, quand même assez critique envers Aliou Cissé. Est-ce qu'une victoire en Coupe d'Afrique des Nations va modifier ça?
Pas vraiment, en fait, on redescend vite. Moi, on descend vite assez, sur Terre assez vite. Il n'y a pas eu de... Comment on appelle ça quand il y a un président qui vient d'être élu, il y a une zone de grâce, ou je ne sais plus comment, une période de grâce. Une période de grâce. Je l'avais pas. Il n'y a pas vraiment ça quand on a réussi. Merci pour tout. Je respecte ce que tu as fait, il n'y a aucun problème, et j'aurais du respect à vie parce que ça reste l'entraîneur qui a amené le Sénégal sur le toit de l'Afrique. La première Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, ça reste le coach. Il a réparé l'hérésie du football mondial, le fait que le Sénégal n'ait jamais. Ça reste quand même le joueur qui avait amené le Sénégal à sa première finale continentale aussi. Donc les travaux d'Aliou Cissé sont gigantesques. Mais par contre, je suis désolé, pour moi ça reste un coach qui dans ses choix c'est très limité, c'est très compliqué. T'as toujours ta base, une colonne vertébrale, alors qui est composée de Mendy, Kouyaté, Gana Gueye, et à côté tu mets Kouyaté, important, et Sadio Mané. Et autour, ça brode. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Tu as décidé de mettre des statuts particuliers à Bounassar lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu as décidé de le mettre latéral droit, titulaire, tireur de coups francs, etc. Tireur de corner aussi. Tireur de corner, tireur de toutes sortes de choses sur le terrain, mais pas grand-chose de positif. Mais bon, ça, c'est pas grave. T'es champion d'Afrique, tu as le droit. Mais là, on est passé à une autre compétition. Qui dit autre compétition, dit autre façon de voir les choses. Et pour moi, pendant la Coupe d'Afrique, je l'ai dit, le Sénégal n'est pas forcément bon. Le Sénégal n'est pas forcément bon, mais on n'a pas envie de les voir bons tant qu'ils ramènent le titre à la maison. Tu pouvais t'en contenter dans ce contexte-là. Je peux comprendre. Aujourd'hui, encore une fois, si le Sénégal n'est pas bon et se qualifie, je vais m'en contenter aussi. Par contre, le Sénégal a perdu. Donc je suis désolé, à un moment donné, je suis obligé de faire des critiques sur ce que j'ai vu sur le terrain. Ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'encore une fois, sur la même base que ce que j'ai vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, même si à la fin ça allait mieux, jouer avec 3 profils défensifs au milieu, ce n'est pas normal. Laisser Bounassar sur le terrain alors que tu as un Sabali qui revient bien, pour moi, c'est pas normal. Je suis désolé. Diédhiou n'a rien apporté sur ce match-là. Oui, tu as décidé de le sortir tôt. Tu aurais dû le sortir encore plus tôt. Je suis désolé, mais tu le sais. Il y a les solutions. Là, il a choisi Bamba Dieng pour remplacer Diédhiou, mais il y a Diallo, il y a Boulaïdia. Enfin, Boulaïdia joue plus en ce moment, un peu plus à Villarreal que Famara Diédhiou. Donc voilà, 100%. Ça peut être possible. Quoi. Après, concrètement, moi, le point que je mets le point négatif que je donne à Aliou Cissé, c'est qu'il sait pertinemment, comme nous, que l'Égypte va attendre, va défendre. On savait que ça allait être comme ça. Hein. On savait que le schéma de match, on le voyait à peu près. Hein. On le sait. Donc pourquoi tu te calques, entre guillemets, sur le plan de l'Égypte en mettant autant de joueurs défensifs D'un point de vue système, là, donc on l'a vu, c'est le 4-3-3, avec donc, les 3 défensifs, on va le rappeler, hein. Avec Nampalys Mendy, avec chez du coup il n'y a pas de point de basse là, les 3 ils sont les 3 ils sont point de basse là. Et Gana Gueye, les 3 voilà. Non mais soi-disant Gana Gueye et Kouyaté c'était les relayeurs. Excusez-moi. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en enlever un et de passer, je sais pas, en 4-2-3-1 avec Mané peut-être en 10 et de mettre un ailier en plus, enfin je sais pas, faire quelque chose d'autre pour. Et surtout, est-ce que voilà, c'est ça qu'il faudra faire pour pouvoir avoir une chance face à cette équipe-là mardi prochain? Moi, je posais la question à Babacar en antenne. Je lui disais, t'as quand même pourquoi ils ne sont pas alignés. Maintenant, moi, je pense tout simplement l'explication, c'est qu'il ne sait pas le faire. Je pense que voilà, même Thierry Henry en parlait la dernière fois, tu as des coachs qui avant de devenir entraîneur, justement, ont une vision du métier, pensent pouvoir mettre des choses en place, pardon. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas d'Aliou Cissé, c'est juste un problème de compétence. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas assez compétent d'un point de vue tactique, d'un point de vue technique, pour mettre en place un système. Offensivement. Ouais, même moi, je pense que c'est plus de la frilosité plus que non, parce que je pense que parce que par moment, même quand on regarde le début de la CAN, Kouyaté il part pas titulaire. Il essaye de changer certains joueurs au milieu, mais je pense qu'il sait pas le faire. Ouais, mais dès le premier match, en fait, tu te dis que les principes de jeu que tu avais, en fait, sont bafoués parce que sur le terrain, il n'y a rien qui va. Oui, donc tu te dis directement, tiens, je vais repartir à la base que j'avais. Il va se conforter dans son truc. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que à partir du moment où tu connais l'équipe contre qui tu vas jouer, tu les as joués déjà une fois. Tu les as joués il y a 1 mois et demi. Tu sais exactement comment ils vont jouer et le plan de jeu sera exactement le même. Pourquoi ? Parce que l'Égypte a joué de la même façon de ses 8e de finale à la finale. Pourquoi ils changeraient maintenant ?
ils vont pas changer. Bah, exactement, bah oui. Le but est le même. Bah, bien sûr. Pourquoi toi, t'évolues pas dans ta manière de coacher et pourquoi rester sur cette frilosité en restant avec une base de 7 joueurs défensifs et seulement 3 offensifs? Parce que peut-être qu'ils ne s'attendaient pas, je pense, comment dirais-je, à courir derrière le score et se prendre un but en début de match. Parce que l'Égypte, oui, pourquoi changer? Ils ont une recette qui fonctionne. Mais le Sénégal encore plus. Parce qu'il a, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Le mec, il gagne la CAN comme ça. Et il gagne la CAN comme ça, pardon. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, moi, si ça tient qu'à moi, pour répondre clairement à la question stricto sensu, que doit changer le Sénégal? Le Sénégal doit tout changer. Même, il doit même changer de sélectionneur. Pas exagérer. Pour moi, si. Non, mais là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'ils doivent changer d'ici à mardi. Non, mais justement, j'y viens. D'ici à mardi, ils vont pas changer de sélectionneur. Oui, bien sûr, mais j'y viens. Pour moi, si je réponds à la question comme ça, premier degré, pour moi, ils doivent tout changer. Maintenant, vu que tu es dans un contexte où ponctuellement, tu es obligé, entre guillemets, d'être dans une, comme tu l'as dit tout à l'heure, mission commando pour aller au mondial. Là, aujourd'hui, tu n'as pas le temps de tout changer, bien évidemment. Donc, je pense qu'il peut apporter 2-3 ajustements au milieu. Voilà, mettre au moins un joueur de ballon pour qu'il puisse faciliter la création. Mais sur le reste, je ne vois pas ce qui peut changer. En tout cas, en aussi peu de temps, ça fait... il est là depuis 2015, 2016 à peu près. Il joue toujours de la même façon. C'est pas à 3-4 jours d'un match coup près qui va changer sa façon de jouer. Il y a une autre peut-être problématique, et je vais essayer de me faire l'avocat du diable, l'avocat d'Aliou Cissé là-dessus. Problématique qui découle de succès, c'est que quand tu remportes une grande compétition, quand tu remportes une Coupe du Monde, quand tu remportes une Coupe d'Afrique, quand tu remportes une Copa América, une Ligue des Champions, c'est difficile de te passer des joueurs qui t'ont fait gagner cette compétition-là. Tout à fait normal. Voilà. Je comprends. Encore plus, quand là encore, bah, ça a marché il y a un mois. Ça n'a pas marché il y a 3 ans. Ça a marché il y a un mois face à cette équipe-là. Mais encore une fois... Est-ce que ça ne peut pas expliquer que la composition d'équipe soit exactement la même et que les changements soient potentiellement tardifs, sauf celui d'Abdou Diallo où il semble blessé, quoi. Je crois que c'est la première chose que j'ai dite quand on a commencé l'édition, c'est que pour moi, la continuité du Sénégal était quelque chose de positif. Parce qu'il y a une certaine continuité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. C'était peut-être 40 sélections, 38 11 de départ différents, tu vois. Là, on est sur une continuité, donc c'est quelque chose de positif. Mais au vu du match, au vu de la situation, au vu des forces en présence et de ce que l'Égypte va proposer en face, parce qu'en fait, il n'y a aucune surprise. Tu le sais, je le sais. Et si nous, on le sait, lui, il le sait aussi. Donc pour moi, rajouter ce joueur de ballon, peut-être ce numéro 8, ce vrai numéro 8, comme Pape Gueye, par exemple, qui lui a du temps de jeu du côté de Marseille. C'est-à-dire que tu ne changes pas forcément le système, mais tu mets Pape Gueye à la place soit de Kouyaté, soit de... Oui, parce que les gens palestiniens différents bons matchs. Ganaga et Tintolier, on met... On met Pape Gueye. Pour moi, c'est ça. Toi, je te pose pas la question. Parce que toi, il faut te changer. Donc, vas-y, les statuts, rien à foutre. On se barre avec. Mais voilà, tu disais tout à l'heure Bounassar. Bounassar, aujourd'hui, il fait pas un grand match. Pas un bon match. Tu en as beaucoup. Tu me dis si je me trompe, mais il fait pas une grande canne. Bounassar, c'est pas l'hôtelier des arrière droits. Champion d'Afrique. Voilà. Il est arrière-droit titulaire. Là aujourd'hui, sortir un Bounassar pour mettre un Sabali qui revient de blessure, c'est difficile quand on est à Aliou Cissé parce qu'il y a eu cette compétition gagnée. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec Aliou Cissé, tu es dans et avec les coachs qui pensent comme lui, tu es dans un processus, ou en tout cas tu es dans un état d'esprit où tu te dis, j'ai des joueurs avec qui j'ai gagné une compétition, je leur ai fait confiance, ils m'ont rendu cette confiance-là. Je prends l'exemple, et tu parlais de Ligue des Champions, pour prendre l'exemple rien qu'au Real. Zidane, quand il revient, le deuxième mandat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, mais on lui dit pourquoi vous avez mis du temps à faire sauter les Marcelo, etc. Il dit mais vous savez, c'est compliqué, j'ai gagné 3 Ligues des Champions avec ces mecs-là, je leur ai fait confiance, ils m'ont redonné cette confiance au centuple. Et donc, ils sont dans un état d'esprit où ils ne peuvent pas, quelque part, c'est un désaveu, de se dire que je vais me passer des hommes qui ont fait ma réussite. Mais maintenant, si on veut être un peu plus honnête, un peu plus objectif, moi, en tout cas, c'est ma vision, titre ou pas titre, pour moi, c'est comme, tu as un film, tu as le titre du film. Mais si tu ne le regardes pas, en tout cas, tu ne peux pas dire ce qui s'est passé pendant le film. Tu n'as pas le scénario. Les titres, c'est pareil, parce que c'est bien beau de dire « Ok, il a gagné telle compétition, on ne peut rien dire ».
Mais encore une fois, même au-delà, il y a le contenu que tu peux décrier. Comment tu as gagné cette compétition, voilà, les matchs qui ont été références, exactement, les joueurs qui t'ont aidé à le faire. Le score, il est au tableau d'affichage, mais derrière, il y a une histoire derrière. Donc tu peux pas, pour moi, et c'est ma vision, tu peux pas arriver et dire ok, j'ai remporté tel titre, j'ai remporté tel titre, donc totem d'immunité à vie, et je peux faire ma tambouille comme je veux, je peux aligner le 11 que je veux. Normalement, je suis incritiquable. Normalement, c'est pas comme ça. Mais si on raisonne comme lui en termes de résultats bruts, bah aujourd'hui, ok, tu as gagné un titre, mais là, tu as perdu ce match-là. Tu as perdu ce match-là, et donc, avant le retour, tu es obligé de forcément changer quelque chose, puisque le résultat t'a donné tort. Du coup, pour terminer un peu sur le Sénégal, parce qu'on fait une émission un peu plus courte, comme on est uniquement en replay, etc., tu y crois, toi, au fait que Aliou Cissé va changer des choses là d'ici mardi, ou est-ce qu'on va se retrouver avec quasiment le même 11? Je dis quasiment parce que Abdou Diallo, on ne sait pas l'état de sa blessure. Oui, je pense que c'est mort. Mais voilà, à peu près le même 11, même animation, même système. Oui, je pense que ce sera quasiment la même chose. J'ose espérer qu'il ne sorte Kouyaté du 11, parce qu'il y a quand même un but à aller chercher. Parce que là, pour le coup, tu es obligé de jouer. Tu pourras pas, là, ouais. Comment? Tu pourras pas comme ça, ouais. Avec Kouyaté. Ah ben ça va être très compliqué. Non, on peut pas dire on pourra pas. Parce que encore une fois, l'euphorie de jouer à la maison, devant tes supporters, dans un nouveau stade, etc. Tu l'inaugures entre guillemets, et c'est l'un des matchs les plus importants de oui, ton le fait année. d'être transcendé, oui. Je pense que ça peut être quelque chose de positif. Après sur le terrain, je suis désolé, mais moi, si j'étais coach aujourd'hui, out Famara Diédhiou, in Boulaïdja, out Kouyaté, in Pape Gueye, out Bounassar, in Sabali. Tu ferais trois changements et au moins plus après tu vois si suivant la physionomie, plus Abdou Diallo s'il est potentiellement. Voilà, exactement. Voilà pour ce Égypte-Sénégal, l'Égypte qui s'est imposé 1-0 et qui est en ballottage favorable avant le retour à Diane Niadio. Exactement. Merci. Tu sais que j'essaye d'apprendre. Le football africain, je ne connaissais rien il y a 4 mois, moi. C'est vrai. C'est vrai. J'essaie de m'y mettre. Ça sera le retour. Et c'est donc un tout nouveau stade, tu disais. Ouais, tout nouveau. Les photos, il est magnifique. Ouais, qui a été inauguré officiellement le 22 janvier dernier. Et du coup, ça sera le premier match officiel dans ce nouveau stade qui est flambant neuf et qui est le plus beau stade d'Afrique. Bien sûr. Non, en termes de technologie, etc. Pour le plus moderne, etc. Non, c'est pas en termes de beauté pure. Oui. Non, mais vraiment en termes de fonctionnalité. Il va accueillir quel club au Sénégal? Aucun club. Aucun. Ça va être le Stade de France version Sénégal. Okay. Voilà pour ce Égypte-Sénégal. On va terminer en disant un mot de Mali-Tunisie. Parce qu'on voulait faire ce match-là, on aura couvert 4 des 5 barrages allés de ces barrages africains pour la Coupe du Monde. Victoire de la Tunisie au Mali, 1-0. Un match un peu bizarre, on va se l'avouer. C'était un match un peu bizarre parce que on sent que côté malien, jeune génération, des espoirs, un travail de 3-4 ans qui peut être fait autour de cette équipe-là. Et en 5 minutes... Ils se sont tués. En 5 minutes, le pauvre Moussa Sissako, qui marque le but contre son camp. 21 ans. 3e sélection. C'est dur. Marque le but contre son camp, prend le rouge dans la foulée. Derrière, c'était difficile de pouvoir ambitionner autre chose que très compliqué, très compliqué. Le Mali qui jouait à domicile et qui avait entre guillemets une chance déjà de prendre une option pour la qualification mondiale. Le Mali qui s'est jamais qualifié pour une phase finale au mondial. Tu es chez toi, tu as des joueurs d'expérience, tu as le public avec toi. On parle de toi comme une équipe qui a fait des bons résultats, qui même à la CAN, même si elle est sortie une équipe émergente. Faisait quand même des bons matchs. Là encore, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est toujours entre 2019, là 2021 la CAN et là les barrages là, c'est un peu l'équipe, tiens, s'il y a une surprise, ça peut venir du Mali. C'est ça, il y a un peu de ça. Avec le coach Magasuba, le coach pur produit du Mali, on s'est dit, allez, cette année, ça va être la bonne année pour eux. Ils vont arriver face à la Tunisie, qui ne fait pas forcément d'excellents matchs, mais qui est toujours présente. Que ce soit dans les grandes compétitions, pour les qualifications, pour le mondial.
Et là, pour le coup, comme tu l'as dit, histoire de 5 minutes, un match qui était assez fermé, pas beaucoup d'occasions de part et d'autre, et un ballon anodin. Une passe en retrait qui termine dans les cages. Déjà, tu sens qu'il est déstabilisé. Et 5 minutes après, l'attaquant tunisien va tout seul au but. Il l'effleure à peine. Bon, ça fait faute quand même parce que c'est. Il peut y avoir, voilà, c'est un fait de jeu, quoi. C'est un fait de jeu. Il le touche, carton rouge. Il reste 1 heure de jeu. À 10 contre 11, c'est très compliqué. Ouais, c'est fini. Cette équipe-là, qui a été renforcée par Abdoulaye Doucouré, à un moment, il y a 2-3 ans, on se demandait à Abdoulaye Doucouré s'il n'avait pas joué en équipe de France, mine de rien, le milieu d'Everton. Là, le milieu Bissouma Doucouré, c'est quelque chose d'assez intéressant côté malien. Bien sûr, même Aïdara, parce que voilà, là, sur la compo, il est pas... Oui, Aïdara est mis sur le côté sur la compo, mais c'est un joueur très axial. Exactement, ils ont une génération émergente, et on en parlait déjà pendant la CAN. Moi, je l'avais dit, tu as toute une fédération qui travaille très bien depuis quelques années. Malheureusement, ils ne sont pas encore payés par en tout cas des résultats vraiment probants. Voilà, probants, je cherchais le mot, merci. Mais il y a aussi un truc qu'il ne faut pas négliger, et certains diront que c'est un poncif. C'est vrai que moi, j'aime pas les poncifs dans le foot, mais celui-là, je trouve que c'en est pas un pour le coup. C'est l'ADN, encore une fois. Aujourd'hui, je pense que ça joue dans les têtes. Rien que dans le vestiaire, par exemple, tu es dans le vestiaire de la Tunisie, les Tunisiens, ils sont pas dans une bonne passe. Voilà, c'est pas une grande Tunisie, intrinsèquement parlant, c'est très très moyen, mais ils ont déjà fait plusieurs Coupes du Monde. Ils connaissent le chemin. Ils connaissent le chemin. En fait, la dernière fois, pendant la CAN, on parlait de l'Égypte. Les mecs, ils n'étaient pas présents pendant les sacres égyptiens. Mais tu as l'ancienne légende égyptienne Abou Trika qui était venue les voir et leur dire « Les gars, vous savez, sur votre maillot, vous avez 7 étoiles. » Et donc, ça joue. Les joueurs, ils en sont conscients. Tandis qu'au Mali, tu es dans une période où tu te dis, tu as la pression, tu te dis, là on porte tous les espoirs d'une nation sur nos épaules et on va peut-être marquer l'histoire. Mais pour marquer, il faut avoir un sacré caractère. Et ça symbolise totalement la bévue, on va dire, du pauvre Sissako. C'est que tu as 21 ans, 3e sélection, il me semble, tu es dans un match coup près, à domicile, devant ton public, le moindre petit contrôle raté ou quoi, tu sens tout de suite la pression sur toi. Et aujourd'hui, malheureusement, ça paye cash, quoi. Le Mali qui s'est jamais qualifié pour l'instant pour une phase finale de Coupe du Monde, c'est pas encore terminé. Hein. Il y a le match retour. Il y a le match retour, mais tu l'as senti aussi que c'était à l'XP. On va voir la composition tunisienne aujourd'hui, mais c'était un peu à l'XP que cette équipe-là a su y arriver. Il y a des joueurs d'expérience, hein. On pense à Maloul, on pense à Msakni. Voilà, des barrages pour une qualification en Coupe du Monde. Ils en ont déjà joué, ils savent déjà comment à peu près aborder ces rencontres-là, et ça s'est senti dans les moments clés de cette rencontre. Ouais, en plus, la Tunisie avait affronté le Mali lors de la dernière CAN, si je ne me trompe pas. Oui, le match à 85 minutes. Ouais, exactement. Ça avait déjà été un match assez accroché, un match où le Mali avait été plutôt bon en plus sur ce match-là. Ils sont meilleurs pour moi. Comment ? Ils sont meilleurs pour moi même le match. Ouais, bien sûr. Et pour moi, ça allait être un match qui aurait permis à ce Mali-là, vu que sur un terrain neutre, ils avaient été plutôt bons, avec l'appui du public, avec... de capitaliser dessus et de se dire, voilà, il y a un élan, quoi. Pour moi, c'est exactement ça. Après, comme on l'a dit et comme on le répétera toujours autant, la Tunisie, c'est une équipe qui a l'habitude d'aller au mondial. C'est une équipe qui a certains cadres qui sont là depuis très longtemps. Cette expérience qu'ils ont, le Mali ne l'a pas. Et le Mali ne l'aura jamais tant qu'ils ne tutoieront pas les sommets, c'est-à-dire une qualification au mondial ou peut-être une finale de Coupe d'Afrique, etc. On avait une génération malienne avant avec les Seydou Keïta, etc. Canouté. Ouais, c'est ça. Ou lors de la CAN 2004 qui était chez eux, si je ne me trompe pas, ils étaient arrivés en demi-finale. Et c'était là, on s'est dit... C'était pas en Tunisie, là, 2004 c'était 2000, la CAN chez eux. Non, c'était au Cameroun, 2000. 2004, c'est pas Tunisie ? C'est 2002 au Mali, alors. Ou 2002, ouais. 2004, c'est Tunisie, ouais. Exact. Je me souviens de le quart de finale. Je découvert il y a 3 mois, mais... Quart de finale à Radès. Bien déjà. Sénégal-Tunisie avec 10 minutes d'arrêt de jeu, je me souviens très bien. Incroyable. Et du coup, on s'est dit qu'à partir de ce moment-là, le Mali, peut-être allait avoir une génération qui allait grandir. Grâce à ces noms-là, peut-être qu'une nouvelle génération allait arriver. Ça s'est pas produit. Après, il y a eu l'émergence des jeunes lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, où le Mali avait une génération incroyable. Et on s'est dit, cette génération-là va monter en A, c'est ce qui est arrivé, et va peut-être amener un nouveau souffle. On y a cru.
Ils se qualifient pour les barrages de la Coupe du Monde, c'est déjà bien. Sauf qu'il y a toujours, encore une fois, cette étape qui manque. Et quand tu tombes sur des équipes comme la Tunisie... Bon, en fait, le premier, comment dirais-je, la première digue, c'est toujours la plus difficile à faire sauter. Dès que tu fais sauter cette digue-là, je pense que mentalement, c'est tout de suite plus facilité. Quoi. Le problème, c'est que il n'y a peut-être pas qu'une seule digue, en fait. Voilà, exactement. Et c'est long. Voilà, il y a la digue de pouvoir venir en barrage, puis il y aura la digue de passer les barrages, puis il y aura la c'est vrai que la Tunisie, voilà, ils payent pas de mine comme ça, mais moi, je me souviens même pour la qualif pour 2018, dans leur poule, il y avait la RDC. Et je me souviens du match aller en RDC où les Congolais menaient 2-0. Et en menant des 0, ils avaient pris un très bon avantage sur le classement de la poule. Et en deuxième mi-temps, limite, revenu de nulle part, je me souviens de ce match-là, les Tunisiens étaient limite revenus de l'enfer, ils avaient égalisé, ils avaient voilà, arraché le point du nul. Et tout de suite, ça a complètement changé la configuration du groupe. Et c'est comme ça qu'ils étaient allés déjà au mondial. Donc encore une fois, l'expérience, c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. Parfois, ça se joue pas du tout à l'expérience. Comme là, aujourd'hui, on peut dire par moment, c'était pas l'expérience qui leur a fait défaut. En tout cas, sur les occasions, parce que même sur ce match-là, le Mali est meilleur. Le Mali a plus d'occasions nettes. Mais sur le petit basculement mental, là, pour le coup, ça s'est joué à l'expérience. Et attention, hein, c'est pas fini, hein, c'est ouvert. Ouais, bien sûr. Je pense, je me suis mis 5 minutes à la place de Moussa Sissako, horrible, qui met son CSC et qui ensuite prend son carton rouge et qui doit rentrer dans le vestiaire chez lui pendant 1 heure, être tout seul, etc. Ressource à toi. Parce que franchement, ça doit être une épreuve. J'essaie de me mettre dans sa tête un petit peu. Ça doit être et surtout qu'il ne jouera pas le retour en plus. Non, bah oui, parce qu'il est suspendu. Pour le retour, vous voyez le Mali pouvoir potentiellement faire quelque chose ou en Tunisie c'est trop difficile? Ils vont lâcher les chevaux. Si à l'XP ils les ont eu. Alors, pour le coup, l'expérience fera toujours la différence. Mais là, ça va être l'insouciance qui devra faire la différence du côté malien. Ils ont absolument rien à perdre. Ils ont perdu 1-0 chez eux. Ils sont obligés de marquer à l'extérieur parce que en Afrique, il y a toujours le but à l'extérieur qui compte. Ouais. Donc, ils sont obligés d'aller chercher quelque chose. Et là, pour le coup, ils vont devoir faire le jeu. La Tunisie va être dans un mood où ils vont devoir contre-attaquer. Et c'est là où ça peut être dangereux pour les Maliens. Mais pour le coup, le Mali doit faire le jeu, en tout cas. Ouais. Tu crois, toi, ou pas? Sans rien te cacher, je pense que ça va être très compliqué. Parce qu'ils sont quand même dans un mood où ils se considèrent encore comme l'éternel beau perdant, si je puis dire. En tout cas, sur les dernières années. Renverser ça sur un retour à l'extérieur, alors que tu perds à la maison 1-0, c'est très très compliqué. Mais après, c'est pas. En tout cas, si tu regardes rien qu'en termes de, comment dirais-je, d'effectifs, les deux effectifs, c'est pas du tout insurmontable. Les Tunisiens sont largement prenables. Mais voilà, sur l'aspect mental, je pense que ça va être très compliqué. Ça sera mardi. Mardi soir, mardi 29. Je ne sais pas si on a encore tous les horaires de tous les matchs. Je ne suis pas sûr. Parce que tout n'est pas encore tombé. Mais bien sûr, on essaiera de débriefer ça. Il va y avoir beaucoup de matchs à 21h30. Alors, je ne sais pas si on va devoir faire des choix, etc. Compliqué, ça. Bref, en tout cas, ça va être légendaire. Ça va être, voilà. C'était une très belle journée. C'était une très belle journée de foot africain entre d'abord 16h le match entre la RDC et le Congo, le 18h les deux matchs Tunisie, Mali, Cameroun, Algérie, et puis ensuite nous on a vu que Sénégal, Égypte, on n'a pas vu encore le Ghana, Nigeria. L'équipe de France a quand même joué aujourd'hui. L'équipe de France a gagné 2-1 face à la Côte d'Ivoire. On ne débriefe pas ce soir le match de l'équipe de France parce qu'on a pris le parti de réserver d'abord les compétitions véritables plutôt que les matchs amicaux. Mais on fera un gros bilan équipe de France, notamment mercredi, où on parlera des deux matchs des Bleus. Il y a le match contre la Côte d'Ivoire là maintenant. Et mardi, il y a aussi France-Afrique du Sud avec le barrage Portugal-Macédoine du Nord, les barrages africains. Il y a le Pologne-Suède aussi qui va se jouer aussi à ce moment-là. Voilà, on ne sait pas encore comment on va s'orchestrer pour faire 1, 2, 3 émissions. Je ne sais pas comment on va se faire. Le Pays de Galles qui a encore un barrage à jouer en plus, je crois. Ouais, mais le Pays de Galles, il joue soit l'Écosse, soit l'Ukraine. Et comme le match n'est pas encore joué, le match se jouera en juin. C'est pas encore pour tout de suite. D'accord. La finale de barrage du Pays de Galles. D'accord. Donc voilà, on ne sait pas encore. Il y a 2 matchs à 19h, je crois. Ouais, sûr. 2 matchs à 19h, dont le Sénégal-Égypte. Ouais. Et à 21h30, on a Algérie-Cameroun, Maroc-RDC et Tunisie-Mali. Incroyable. Ah, les 3 en même temps. Incroyable. Ça va être sympa. Donc voilà, on va voir comment on va s'orchestrer pour les émissions. Mais on essaie de faire au mieux un suivi maximal de toutes ces échéances. D'ici là, on espère qu'on va retrouver la Wi-Fi aussi, parce que ça pourrait être plutôt pas mal pour pouvoir avoir des émissions en live. On est désolé, sociaux, ça, on sait que c'est un peu plus embêtant, un peu moins interactif. Ceux qui sont en replay, vous voyez pas la diff, mais bon, voilà.
tous les autres voient commencer maintenant d'être en replay. Merci à tous ceux qui ont été patients avec nous et qui, il y en a qui disent qu'est-ce que serait le Club des 5 sans la technique, sans les problèmes techniques, bah voilà, voilà. Merci à tous ceux qui sont présents, on sait qu'on a des bonnes audiences, notamment sur l'émission d'hier sur l'Italie, on l'a mis en ligne à minuit et demi et il y a eu énormément de bonnes audiences, donc merci à tous ceux qui nous suivent, vous nous aidez énormément. Si vous voulez nous aider encore plus, mettez-nous des likes, mettez-nous des petits pouces bleus, ça nous aide véritablement, ça nous permet de nous développer, ça va nous permettre de pouvoir payer Internet. Voilà. En tout cas, nous, même si c'était en différent, on y a mis la même application que d'habitude. Mais oui, bien sûr, on ne change rien. Et abonnez-vous bien sûr à la chaîne du Club des 5 si vous nous découvrez, s'il y a des fans du football tunisien, malien, sénégalais ou égyptien, pourquoi pas, même si vous n'êtes pas francophone, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Club des 5, on est là quasiment tous les soirs pour parler de foot européen et donc de foot africain. J'aimerais remercier Fares Hachem à la rédaction en chef de cette émission. Qui était le chef d'édition, Fares? Il vient de me dire dans l'oreillette, normalement. C'était Anthony Texera. Merci, merci Anthony. On avait Grégoire Alain et Inès Courdourly à l'édition. On avait Edgar Michel Tanguy qui était notre community manager, Barnabé Deveau qui a réalisé les 2 émissions de la soirée. Nous sur la technique et la réal, on ne peut rien. Sans Barnabé aujourd'hui, on ne pouvait absolument rien. Merci Barnabé. Passez une très très belle nuit les socios. Normalement, elle devrait être en ligne vers minuit et demi cette vidéo-là. Après le débrief, on va attendre que le débrief de 23h se termine. Et on va se donner rendez-vous mardi pour les prochains barrages de cette Coupe du Monde au Qatar. Belle nuit à tous, bon week-end et à très vite. Ciao. Salut tout le monde.